Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est les polémiques autour de l'or noir, le pétrole donc, et les super profits qui en découlent. Le bénéfice record de l'entreprise française Total Energy, 5 milliards d'euros pour le premier trimestre 2026, a été annoncé dans un contexte de hausse des prix du gazole et de l'essence. Le Premier ministre a demandé à l'entreprise d'aller encore plus loin dans ses efforts de plafonnement des tarifs à la pompe. S'il y a des résultats exceptionnel, ça pose la question d'une redistribution. Donc il faut bien que Total Energy se positionne d'une manière ou d'une autre sur une manière de redistribuer et potentiellement de la manière la plus efficace qui soit, de la manière la plus rapide. Faut-il taxer les super profits de la multinationale Total Energy? Et puis au-delà du cas Total, la crise énergétique est-elle l'occasion d'accélérer le développement des énergies renouvelables? On en débattra et on vous retrouvera à la fin de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Bauduit. Elisabeth, le gouvernement débloque 3 millions d'euros pour lutter contre le frelon asiatique. Alors il ne s'agit pas d'éradiquer ce tueur d'abeilles, on n'y arrivera pas, mais au moins d'en limiter la prolifération. Moi je vais vous proposer la lutte contre un insecte. Alors je suis sûr que ça va rappeler plein de souvenirs à plein de gens, le hanneton. Le hanneton avec 2 N. Et vous, Marie? En Californie, la fin du casse-tête juridique des voitures sans chauffeur. Enfin, les policiers vont pouvoir verbaliser ces robots à qui il arrive de conduire absolument n'importe comment. À tout à l'heure. Et pour commencer, des histoires d'eau avec une enquête sur les assoiffeurs, ces entreprises et ces lobbies qui manipulent la gestion de l'eau, notre bien commun, dans le sens de leurs intérêts privés. Qui sont-ils? Comment entrent-ils en conflit avec les politiques publiques de l'eau? On en parle avec le journaliste et documentariste Fabien Benoît, un assoiffé de vérité et de justice. Fabien Benoît, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Publié aux éditions Les Liens qui libèrent, Les Assoiffeurs, votre enquête qui vous a pris plus de 2 années avec Nicolas Selnick. Ça tombe bien, en janvier 2026, l'ONU a déclaré la planète en état de faillite hydrique. C'est quoi faillite hydrique? Rappelez-nous d'ailleurs. Le terme de faillite, précisément, vient répondre à celui de crise. C'est-à-dire, c'est pas une crise passagère, mais c'est un état de faillite, comme on peut faire une faillite bancaire ou comme on peut ne plus avoir d'argent sur son compte. C'est un peu l'analogie qui a été faite pour dire qu'en fait, il va être très difficile de soutenir tous les usages de l'eau. Et c'est précisément l'objet de ce livre. Votre enquête. On en parle après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Fabien Benoît, avec votre collègue Nicolas Selnick et après 2 ans d'enquête, vous dévoilez les stratégies qui permettent à des entreprises ou à des lobbies de s'accaparer l'eau en France. Alors, qui s'approprie ce bien commun? Comment procède-t-il? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Le 25 mars 2023, des milliers de personnes manifestent contre la construction d'une méga-bassine à Sainte-Soline dans le département des Deux-Sèvres. 3000 gendarmes, tirs de LBD, grenades lacrymogènes, plus de 400 blessés. Cet événement vous bouleverse et vous incite à lancer vos investigations. À Sainte-Soline, la question de la répartition de l'eau se posait déjà en 2022 et ce maraîcher s'en prenait aux agro-industriels du maïs. Nous, on en a besoin pour arroser nos légumes. On me diminue mon quota d'eau et on va faire des bassines pour pouvoir arroser du maïs et qui part à l'étranger. Vous précisez que le maïs, céréale la plus rentable, occupe 38% des terres irriguées. Les méga-bassines ont essentiellement vocation à soutenir cette production sous l'influence d'Irrigants de France, un lobby proche de la FNSEA. Vous identifiez 3 autres secteurs qui s'emparent de l'eau. Les embouteilleurs, en France, 13,67 milliards de litres ont été mis en bouteille en 2023. Le secteur de la dépollution et l'industrie du numérique. À La Courneuve, au nord de Paris, un centre de données prélève chaque année 250 millions de litres d'eau potable pour refroidir ses salles informatiques. Un problème qui se pose partout dans le monde, comme ici en Espagne, où cette militante écolo déplore l'installation d'un data center à Talavera de la Reina. Un centro de datos medio consumiría lo mismo que un español en todo el año. O sea, queremos dejar a la gente de esta región y esta zona sin agua para beber de los grifos, para ver memes de gatitos, pues a mí no me apetece, la verdad. Dans votre livre, vous prévenez, si nous laissons ces assoiffeurs perpétuer leur emprise, demain, nous serons assoiffés et les conditions d'habitabilité de notre monde seront gravement menacées. Je précise que c'est de l'eau du robinet.
dans les verres qui sont sur la table? J'ai vérifié, je vous ai demandé avant. Vous avez demandé une analyse, Fabien Benoît. 4 catégories, donc on va y revenir. Les intouchables, ça c'est l'agro-industrie, marchands d'eau, les outsiders et puis les pompiers pyromanes. Mais concentrons-nous sur l'agriculture. 58% de la consommation d'eau douce en France concerne l'agriculture. Vous les mettez tous dans le même sac, les paysans, les céréaliers, où il y a effectivement certaines cultures qui sont beaucoup plus voraces et qui réclament des passe-droits. Et ces passe-droits, ce sont les méga-bassines, par exemple? Absolument. Précisément, on les met pas tous dans le même sac. C'est-à-dire quand on parle d'agriculture, c'est pas du tout évidemment le procès de l'agriculture. On pointe plus particulièrement l'agro-industrie, naturellement. Et dans c'est vrai que vous évoquez ce chiffre, 58% de l'eau douce consommée en France, 92% va à l'agriculture irriguée, qui pourtant ne représente que 7 à 8% des surfaces agricoles en France. Ces surfaces irriguées, c'est principalement des céréales. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Qui, contrairement au discours qu'on entend souvent, ne servent pas en fait à nourrir les Français et les Françaises. Elles servent à quoi, les céréales? À nourrir les bêtes? Principalement, oui, et principalement à être exportées. On a ce chiffre qu'on évoque dans le livre. 5% en fait sert à l'alimentation humaine. Donc c'est déjà pointé, en tout cas placer le curseur à un endroit bien précis. Évidemment pas faire le procès de l'agriculture, des paysans, des maraîchers, des maraîchères, mais parler d'un modèle en fait qui est celui de l'agro-industrie. Et notamment le maïs, que vous mettez en accusation. En particulier. Pourquoi? En fait, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais le maïs est réputé être une plante qui demande peu d'eau. Le problème, c'est qu'en fait, elle le demande à un moment particulier de l'année, c'est-à-dire en été. Enfin, au moment où on dispose de moins d'eau précisément, quoi. Et donc voilà, c'est principalement pour ces cultures-là, en fait, qu'on a avancé cette solution qui est celle des méga-bassines, qui pour nous, et pour d'autres, on n'est pas les seuls à le dire, a tout de ce qu'on appelle de la maladaptation, c'est-à-dire une mauvaise réponse à un problème, quoi. C'est ça. Le problème, c'est le manque d'eau et la réponse, c'est les méga-bassines. Et alors, vous faites remarquer la loi du plomb qui avait mobilisé d'ailleurs plus de 2 millions de pétitionnaires parce qu'il était question de la réintroduction de l'acétamipride, ce néonicotinoïde qui tue les abeilles et qui a une charge évidemment symbolique, les abeilles très fortes, un affect pour les Français. On avait complètement occulté le fait que la loi visait à réintroduire ou à faciliter l'installation de méga-bassines d'intérêt général majeur. Et vous vous dites... Là, il faut une prise de conscience. Ces méga-bassines, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et puis ce principe-là de l'intérêt majeur, général majeur de l'agriculture, c'est une vraie victoire pour les lobbies dont on parle, la FNSEA, Irrigants de France. C'est un syndicat, la FNSEA, c'est un lobby. Exactement, c'est aussi un lobby qui pousse en fait et qui défend ses intérêts, qui sont d'ailleurs plutôt les intérêts de l'agro-industrie que des petits paysans que vous évoquez ou paysannes. Il faut se souvenir que le patron de la FNSEA est plutôt un patron d'entreprise, de multinationale, qu'un petit maraîcher, évidemment. Et cet intérêt général majeur de l'agriculture, il rebat un peu les cartes. C'est-à-dire qu'en France, on a une hiérarchie des usages quant à l'eau. La bonne santé des milieux qui nous entourent vient avant les usages économiques. Là, avec cet intérêt général majeur, on remet les deux à niveau et quand il faut trancher entre les deux, on peut faire primer les intérêts économiques. C'est une histoire qui est encore en train de s'écrire. On a une loi d'urgence agricole qui est sur la table, qui va permettre notamment aux préfets de déroger à des décisions qui sont prises démocratiquement. On appelle ça les SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Il y a beaucoup d'acronymes dans le monde de l'eau. Ils vont pouvoir déroger à ça pour faire en sorte que des ouvrages hydrauliques comme les méga-bassines puissent voir le jour. S'installer plus facilement. Alors on va évoquer avec vous, Fabien Benoît, et avec Anna, le fait que des agriculteurs se tournent vers l'irrigation intelligente pour diminuer leur consommation d'eau. Oui, on le sait depuis plusieurs années, la région Occitanie est particulièrement touchée par les sécheresses, ce qui oblige les agriculteurs à optimiser leur consommation d'eau, et notamment grâce à des projets d'irrigation intelligente comme celui-ci. Andromède, on va le voir, c'est une application qui permet aux vignerons de gérer en temps réel l'irrigation de leurs parcelles grâce à des capteurs et des compteurs connectés à des vannes. Et donc, depuis leur téléphone, ils peuvent programmer à distance le volume d'eau à affecter à tel ou tel endroit et à telle ou telle période, avec à la clé jusqu'à 30% d'économie d'eau. Aujourd'hui, Andromède équipe 14 000 hectares de vignes en France. C'est à peu près 20% de notre vignoble irrigué. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce type de solution? Ça paraît plutôt vertueux sur le papier, non?
Oui, sur le papier, ça paraît plutôt vertueux. Après, je crois qu'il y a eu des travaux scientifiques qui ont montré que tous ces dispositifs très technologiques en fait d'irrigation, finalement, ne résultaient pas à l'arrivée avec des économies d'eau. Donc le bilan est plutôt quand même assez nuancé. Et alors moi, évidemment, ça vient me chatouiller à un endroit qui m'intéresse beaucoup. Ça me chatouille. C'est la question du numérique et de la numérisation croissante de nos sociétés. Et de la consommation d'eau, par exemple, pour les data centers, etc. C'est-à-dire que cette numérisation croissante sur laquelle je travaille depuis des années, voilà, c'est un peu ma marotte. Elle demande de l'eau et cette demande d'eau est souvent invisibilisée, on en parle évidemment dans le livre. Elle ne concerne pas que les data centers qu'on pourra évoquer par la suite, mais l'extraction de matière qui est nécessaire à cette numérisation, la fabrication de semi-conducteurs, les data centers, jusqu'aux dispositifs, qu'il s'agisse de capteurs dans les champs ou de smartphones entre nos mains. C'est quand même une enquête assez sombre, par exemple sur le retraitement des eaux usées, on se dit ça peut être une partie de la solution, c'est pas la solution miracle, mais vous dites non, le retraitement des eaux usées en France c'est seulement 1%. Vous dites faut faire attention parce que là aussi, on va dépenser de l'argent pour pas grand-chose. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que ces solutions techniques, pourquoi pas, d'une certaine manière, mais en s'attaquant aussi au problème à la racine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher derrière le solutionnisme technologique, c'est-à-dire proposer une réponse technique, technologique à un problème sans questionner les origines du mal, d'une certaine manière. S'il y a des pollutions, il faut s'attaquer à ces pollutions. On ne peut pas simplement dire, voilà, la dépollution est un nouveau marché qui s'ouvre, on va y aller. Évidemment, toutes ces propositions, en fait, elles sont placées sous le signe du bon sens, c'est-à-dire dépolluer, évidemment, on est d'accord, réutiliser les eaux, pas de problème. Il faut savoir en fait à quoi ça sert, in fine. Si c'est en fait pour pérenniser les usages très intensifs de l'eau dans le monde agricole, c'est un problème. Il faut questionner ces usages avant cela. Si c'est dépolluer sans s'attaquer en fait aux producteurs de polluants, c'est aussi un problème. C'est ce que vous appelez les pompiers pyromanes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les gens qui nous écoutent vont se dire, oui évidemment, le schéma est extrêmement sombre et à raison. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle, sachant qu'on ne vit plus dans un monde édénique où l'eau est une ressource à profusion illimitée? Qu'est-ce qu'on peut faire? De la sobriété, boire de l'eau du robinet, ne plus consommer de l'eau en bouteille. Quand on lit tout ce qu'on lit sur Nestlé, etc., on laissera nos amis lire votre enquête. Qu'est-ce qu'on fait? La sobriété, c'est évidemment une piste. Nous, ce qui nous avait interpellés, à la fois, on avait été, comme le petit portrait le montrait, interpellés, choqués par la répression de Sainte-Soline. On avait été tout aussi interpellés par la réponse politique qui avait été apportée à ça avec le plan eau présenté par Emmanuel Macron, où finalement, en fait, les objectifs de sobriété étaient encore revus à la baisse et ne concernaient pas l'agriculture, par exemple, qui consomme près de 60% de l'eau douce en France. Donc la sobriété, c'est un premier pas. Et puis plein de gens, en fait, travaillent à des solutions souvent d'ailleurs inspiré de la nature. Le stockage de l'eau en tant que tel, c'est une bonne idée. La question, c'est est-ce qu'il faut le stocker dans des bassines plastifiées ou est-ce qu'il faut le stocker dans des sols? Stocker de l'eau dans des sols, réhydrater les milieux, décorseter les rivières, renouer avec des zones humides, voilà, tous ces principes-là, en fait, la nature, pour utiliser ce terme-là, fait très bien le travail depuis longtemps, donc il faut s'en inspirer et puis peut-être rompre avec des milieux qui ont été bien trop anthropisés. Merci Fabien Benoît pour cette enquête et pour vos explications à propos de ce bien vital, l'or bleu. Et d'ailleurs, il y a tout un passage où vous redoutez effectivement la financiarisation autour de l'eau, mais on laisse nos chères téléspectatrices et le découvrir. Les Assoiffeurs, enquête sur ces entreprises qui accaparent notre eau aux éditions Les Liens qui libèrent. Remarquable enquête. Merci encore d'être venu dans 28 minutes. On va passer à notre débat sur la crise pétrolière déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, tandis que les prix du gazole et de l'essence augmentent à la pompe. Total Energy engrange des bénéfices records. Certains appellent donc à taxer la multinationale française, d'autres lui demandent de continuer à baisser ses prix dans ses stations-service. Total est-elle réellement un profiteur de guerre? Est-ce le moment d'accélérer par ailleurs la transition vers plus d'énergie renouvelable? On en débat après la mise au point d'Amiras Willem. Ce sont des super profits qui font un peu désordre. La flambée des cours du pétrole due à la guerre au Moyen-Orient font les affaires des entreprises pétrolières. Parmi elles, le français Total, qui a annoncé la semaine dernière des bénéfices records. Une polémique qui monte vite. Total Energy a réalisé un bénéfice de près de 6 milliards de dollars, en hausse de 50% par rapport à l'année dernière. C'est l'un des meilleurs résultats du groupe pour un premier trimestre de son histoire. Une annonce choc qui a relancé le débat sur la taxation des super profits, alors que les automobilistes voient les prix grimper à la pompe. Pour désamorcer la polémique, le géant français a fait le choix de plafonner ses prix en France. Le gouvernement aimerait qu'il en fasse davantage. J'aime pas beaucoup dans le débat public ou sur les réseaux sociaux le total bashing, parce que
C'est une entreprise française qui emploie des Français. Pour autant, il y a un débat qu'il faut objectiver. S'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution qui pourrait être à due proportion ou pas exceptionnelle. Trouver des solutions à la crise. À ce stade, la France n'a pas rallié l'initiative de 5 pays européens, dont l'Espagne, l'Allemagne ou encore l'Italie, qui appellent à une taxation européenne des superprofits. L'opposition met la pression. Aujourd'hui, nous déposons une proposition de loi pour taxer ces super profits et les rendre aux automobilistes. Ce que nous disons, c'est qu'il faut donc capter cette rente. On propose de faire une taxe de 20% sur cette rente supplémentaire et ensuite de la redistribuer aux Français, soit sous forme de baisse de taxes, soit sous forme de chèques pour ceux qui sont le plus touchés. Une taxation sur les super profits qui avait montré ses limites lors du début de la guerre en Ukraine en 2022. Alors, faut-il et comment opérer la redistribution ? Ce débat n'en cache-t-il pas d'autres, comme la transition écologique ou encore la fiscalité du carburant? Total est-il un profiteur de guerre ou un atout pour la France? Nos trois invités vont en débattre. Lucas Chancel, bonsoir, économiste, professeur à Sciences Po, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Dernier essai, Énergie et inégalité, une histoire politique. Selon vous, toutes les entreprises pétrolières, à l'image de Total, annoncent des résultats exceptionnels avec des marges, selon vous, injustifiées et injustifiables vu l'ampleur de la crise énergétique actuelle. Il faut, ajoutez-vous, une taxation des super-profits. À côté de vous, Nicolas Bouzou, qui ne sera peut-être pas d'accord, essayiste économiste. Dernier essai, l'éternel sursaut, une histoire confiante de la France. Selon vous, Nicolas Bouzou, Total Énergie est un fleuron français à défendre. Les Français ont une vision quand même caricaturale de cette entreprise qui, en réalité, investit beaucoup de ses profits dans les énergies renouvelables. C'est ça le vrai enjeu. Et à côté de vous, Marie Bellan, bonsoir, journaliste au quotidien Les Échos, en charge des sujets environnement et climat. Selon vous, Marie Bellan, Total Énergie bénéficie d'une forme de rente dans le contexte géopolitique actuel. En termes d'efficacité économique, il serait plus utile d'orienter les profits vers la transition énergétique plutôt que simplement les taxer. Et on démarre le débat, Benjamin, avec le graphique du jour. Oui, au cœur de notre discussion, puisque c'est sur l'augmentation des bénéfices de Total Énergie sur un an, plus 51% entre le premier trimestre 2025 et celui de cette année 2026, de 3,9 milliards de dollars à 5,8 milliards. Lucas Chancel, éclairez-nous s'il vous plaît, quels sont les principaux facteurs qui expliquent cette hausse importante du bénéfice de Total? Il n'y a pas que l'augmentation du brut. Non, alors une partie de la hausse des prix, c'est effectivement l'augmentation du brut. Mais ce n'est pas toute l'histoire. L'autre partie, c'est effectivement des super profits qui vont se traduire en super bénéfices. Les super bénéfices, c'est vraiment une hausse des marges. Alors cette hausse des marges, elle peut s'opérer à plusieurs niveaux. Un premier niveau, c'est le trading, c'est-à-dire une forme de spéculation. Et on l'a vu notamment avec des informations du Financial Times qui ont montré que Total, avant la fermeture du détroit d'Ormuz, a dit moi je vais acheter telle quantité de pétrole à un taux qui est bas et ensuite je pourrais les revendre à un taux plus élevé. Ça peut faire des profits exceptionnels. Ils ont bien anticipé. Ils ont anticipé. Une autre raison, c'est en fait dans une période de crise, tout le monde va se jeter sur les barils de pétrole. Les gens vont avoir peur de manquer. Et donc ça veut dire que du coup le prix sur les marchés va augmenter alors que le coût de production, lui, n'augmente pas à la même vitesse. Et là, vous avez un décalage, un écart entre ce qui est produit par Total, le coût de cette production, et ce qui va être vendu par Total et par d'autres groupes pétroliers. Donc ça fait des super marges. Et ce que je voudrais quand même dire, c'est que ces super marges ou ces super profits, ça fait des super inégalités, puisque d'un côté, vous avez des actionnaires qui vont bénéficier de ça, et de l'autre côté, vous avez des gens qui vont payer sur leur facture davantage le litre d'essence, le litre de diesel. Oui. Nicolas Bouzou, c'est de la bonne gestion pour vous ou il y a quand même quelques excès? Alors oui, c'est de la bonne gestion. Déjà, une remarque sur les super profits, parce que c'est vrai que certaines entreprises font des super profits quand il y a des variations de prix de matières premières. Total Énergie, ses revenus dépendent en partie des marchés mondiaux, donc il y a bien des super profits. Mais dans les secteurs dans lesquels on fait des super profits, on fait aussi de temps en temps des super pertes, parce que évidemment là, les prix sont très hauts, mais
peut-être que dans 6 mois à 1 an, sait-on jamais, les prix du pétrole, d'autant plus qu'il y a beaucoup de pétrole dans le monde, seront très bas. Donc là, vous dites, s'ils ont une super affaire, qu'ils la fassent. Oui, absolument, oui, complètement. C'est-à-dire que c'est de bonne gestion de gagner beaucoup d'argent, exactement, quand la période va bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est connoté péjorativement, en fait, derrière l'idée de super profit. Absolument. Mais moi, je remets en cause, en fait, ce caractère péjoratif, parce que je pense que les entreprises, aujourd'hui, ont besoin de faire des profits très importants pour investir, par exemple, dans la transition énergétique. Peut-être qu'on en parlera, mais Total Energy, d'ailleurs qui s'appelle Total Energy et plus Total depuis quelques années, est une entreprise aussi importante. Donc, je trouve plutôt positif qu'elle réalise ses super profits. Oui, Marie Bélan. Mais alors, on parle de profiteurs de guerre. Beaucoup ne sont pas sur la ligne de Nicolas Bouzou. C'est vrai que profiteur de guerre, c'est un terme assez péjoratif. Bon, c'est vieux comme le monde, parce que des profiteurs de guerre, il y en a depuis que les guerres existent. Donc, j'aime pas trop ce terme. Et d'ailleurs, même super profit, je trouve pas forcément ça toujours bien adapté. On peut vraiment parler de rente, en fait. C'est peut-être le terme qui s'impose ici, parce que, en fait, si Total fait des profits exceptionnels, effectivement, plus 50%, c'est quand même remarquable. C'est pas parce qu'il a mis en place une innovation particulière, c'est pas parce qu'il a un service au client qui est extraordinaire par rapport aux autres. Non, c'est juste parce qu'il y a un détroit qui est bloqué, donc le prix du baril augmente. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les majors américaines qui ont annoncé leurs résultats, je pense à Chevron, ExxonMobil, qui ont annoncé leurs résultats la semaine dernière, font aussi des super profits. Shell, de même, et BP, quelques jours avant. Donc c'est tout le secteur qui en bénéficie. C'est pas le talent particulier de Patrick Pouyanné qui explique ces résultats. Cela dit, il faut quand même le reconnaître, Total a quand même une stratégie. Alors, ils ont fait des stocks. Alors, on peut appeler ça, effectivement, oui, c'est des traders qui ont eu l'intelligence de faire des stocks. Alors, bon, on peut le regretter ou pas. Moi, je trouve que c'est plutôt intelligent d'avoir fait ça. Deuxièmement, Total a eu aussi la clairvoyance d'avoir des sources d'approvisionnement un peu diversifiées, pas uniquement au Moyen-Orient, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies pétrolières. Donc on peut dire qu'ils ont une stratégie qui est quand même plutôt avisée. Et en cela, c'est payant. Donc voilà, du coup, voilà, on peut parler de rente, mais il faut aussi quand même reconnaître que Total a su bien tirer son épingle du jeu. On peut au minimum reconnaître cela. Dubitatif. Non, mais regardons de l'autre côté, en fait, quand même, à la pompe. C'est sur le litre de diesel, il est à 50 centimes de plus par litre. Sur ces 50 centimes, vous avez à peu près 25 centimes qui sont liés à la hausse des prix du brut et une vingtaine de centimes qui vont être liés à des super marges, disons. Et puis peut-être un tout petit peu plus de la fiscalité de la TVA, mais très peu. Donc ça, c'est quand même vraiment une ponction sur le revenu disponible des ménages. Là, vous avez une enquête Ipsos qui vient de sortir et qui dit quoi ? Que vous avez 6 Français sur 10 qui va amputer sur ses dépenses de santé, sur ses dépenses essentielles, du fait de cette hausse des prix. Donc, en partie, ce dont on discute là, vous avez 7 Français sur 10 qui réduit ses dépenses de loisirs du fait de cette hausse des prix. Vous avez un sentiment de colère lié à cette hausse des prix et à ce que les Français, et encore une fois là je cite cette enquête d'Ipsos, enquête qui nous dit qu'un sentiment de colère pour la majorité des Français. Encore une fois, une partie est directement liée à des super profits qui font des super marges et qui font des super dividendes demain. Donc c'est très important d'avoir ça en tête pour penser des solutions potentielles de taxation ou autre forme de solution plutôt que de dire c'est juste des gens très intelligents qui ont bien fait leur boulot. On va y revenir, mais je sais que vous voulez réagir. Bien sûr, bien sûr. Non mais deux mots rapidement. Première chose, alors les prix du pétrole sont élevés parce que le détroit d'Ormuz est bloqué. C'est pas de la faute des entreprises, c'est comme ça, c'est absolument malheureux, c'est catastrophique, c'est tout ce qu'on veut. Bon, mais voilà, c'est malheureusement comme ça. Deuxième chose, sur les dividendes. Mais moi, je suis très content que Total Energy verse des dividendes à ses actionnaires. La question à laquelle on pourrait réfléchir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins d'actionnaires français de Total Energy ? Parce que beaucoup de ces actionnaires, et de plus en plus, sont américains. Ça, je trouve que c'est quand même un sujet de réflexion. Parce que les Français ont moins d'argent pour acheter des actions Total, après tout. C'est aussi peuvent acheter. Les Français ont beaucoup d'épargne, ils investissent beaucoup dans l'assurance vie. Ils pourraient parfaitement investir davantage dans Total Energy. Acheter des actions Total. Absolument. Et ils pourraient récupérer eux-mêmes des dividendes. Donc il faut quand même qu'on voit bien que ces entreprises sont de moins en moins françaises, et ça, c'est quand même quelque chose qui a peut-être un lien avec, toujours, dès qu'on parle de profit, de taxation, etc. Moi, je fais un lien entre les deux, en tout cas. Une forme de crispation comme ça. Alors, regardez, on va se concentrer sur une archive qui date de 2014 pour voir comment Total Energy est vécu comme un instrument du rayonnement économique français, rayonnement donc qui est un atout pour la France dans le monde. C'était le point de vue du PDG de Total Energy de l'époque, Christophe de Margerie, expliqué quelques mois avant sa mort, en 2014 donc.
Une entreprise planétaire. Total travaille aujourd'hui dans plus de 130 pays. Production 2 300 000 barils de pétrole par jour et 1 million de tonnes de gaz par mois. Ce géant est né à l'aube des années 2000, lorsque Total-Fina absorbe son concurrent direct, Elf. À la clé, une entreprise qui n'est plus seulement française. Christophe de Margerie se plaisait à le rappeler. Moi, je crée plein d'emplois dans le monde. En Angola, au Nigeria, au Congo, partout là où on est. Et là, il faut avoir le courage de dire, comme on le fait, en disant, mais on n'est pas employeur qu'en France. On est employeur dans le monde. Dans le monde, Marie Bélan, est-ce que c'est une particularité française de s'en prendre au fleuron français? C'est vrai que dans d'autres pays, pour être fier d'avoir une telle multinationale, ici, même quand elle fait un effort à la pompe, puisque les prix ont été bloqués, on dit bah non, haro sur Total. Oui, c'est vrai que c'est un peu curieux, parce qu'on devrait plutôt être fier d'avoir des fleurons. On en a plusieurs d'ailleurs, dans l'aéronautique, dans le luxe, là, donc dans l'énergie. Je mettrais un petit bémol là, par exemple, dans le cas de l'énergie, c'est que Total exerce quand même dans un secteur qui nuit gravement au climat. Donc ça, par exemple, je pense que ça joue aussi peut-être dans l'image que énergie fossile. Voilà, parce que même si Total, on y viendra peut-être après aussi, investit certes dans les énergies renouvelables, l'image qu'ils ont renvoyée ces derniers temps, là je prends l'exemple par exemple du deal qui a été passé avec l'administration de Trump aux États-Unis, où Total a dû accepter de renoncer à un large projet d'éolien en mer, sous l'influence bien sûr et sous le chantage un peu de l'administration de Trump. Mais ça, je pense que dans l'image de l'entreprise, ça joue aussi énormément. On n'arrête pas de dire il faut sortir des énergies fossiles, il faut arriver à limiter le réchauffement de plus 1,5 degré. Total participe de ce réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, c'est clair pour tout le monde. Et Lucas Chancel, donc se pose la question de la taxation des superprofits. En même temps, on se dit ils font déjà un effort Total, puisqu'ils plafonnent le prix à la pompe. C'est une manière pour eux de participer à l'effort national, non, et au budget des ménages. À combien ils plafonnent le litre? C'est 2,25 sur le litre de diesel, le plafonnement. Sauf qu'aujourd'hui, la moyenne des prix sur le litre de diesel, elle est inférieure. Et ils font quand même des bénéfices exceptionnels. Mais sur le samplon, des super profits. Oui, mais alors les marges, c'est surtout sur le diesel. Il faut avoir en tête que les marges de raffinage, c'est essentiellement sur le diesel qu'on va faire. Donc c'est que de la com. Des super profits. C'est essentiellement de la com, et le juge de paix dans tout ça, en fait, c'est les bénéfices exceptionnels dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si le plafonnement était suffisant pour empêcher ces marges, ces super profits, il n'y aurait pas de bénéfices exceptionnels. Sauf que là, on voit ce bond exceptionnel des bénéfices par rapport à l'année dernière. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le climat. On va y venir tout à l'heure, Lucas Chancel. C'est aussi important de se dire que Total investit un petit peu en fait dans les alternatives, mais c'est moins d'un quart de ses investissements totaux. Donc là, en fait, il y a des profits qui sont faits sur le dos de la planète. C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Alors, on va revenir aux énergies renouvelables et au changement de braquet qu'il faudrait opérer, mais on va évoquer donc cette notion de est-ce qu'il faut taxer les super profits. Et avec vous, Anna, vous nous expliquez qu'il y a déjà eu une taxation assez peu fructueuse en fait en 2022. Oui, en 2022, contexte de guerre en Ukraine, la Commission européenne adopte une contribution de solidarité temporaire, c'est-à-dire une taxe sur les bénéfices excédentaires des entreprises du gaz, du pétrole et du raffinage. Le gouvernement français, dans la foulée, applique cette taxation aux grands groupes pétroliers français, comme Total Énergie ou Esso, qui avaient doublé leur chiffre d'affaires au cours de cette période. Bercy espérait plus de 200 millions d'euros de recettes fiscales et finalement, seuls 69 millions ont atterri dans les caisses de l'État, selon la note de l'Institut des politiques publiques. Ce manque à gagner, il s'explique par de moindres bénéfices réels sur le sol français. Pourquoi ? Parce que Total, comme d'autres groupes pétroliers, a l'habitude de placer ses bénéfices dans des pays où la fiscalité est plus avantageuse, en Suisse par exemple, ou dans d'autres paradis fiscaux. Et à l'inverse, il installe ses activités les moins rentables, comme la raffinerie, dans des pays où la fiscalité est plus élevée. Par exemple, depuis 2019, Total n'a pas ou peu réalisé de bénéfices en France. Et dans ce contexte, 5 pays de l'Union européenne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, le Portugal et l'Espagne, mais pas la France, ont réclamé à la Commission européenne d'instaurer une nouvelle taxe sur les superprofits, mais cette fois en prenant compte des bénéfices qui sont réalisés à l'étranger. Alors est-ce que ça, Nicolas Bouzou, ça peut être la solution d'élargir ce périmètre de taxation à une échelle européenne, voire mondiale ? Alors je ne crois pas, parce que quand vous regardez l'exemple que vous avez cité, il y a un autre facteur qui explique que ça ait rapporté très peu d'argent, c'est le fait que ces taxations, elles arrivent un peu à contre-temps. Parce que là, les profits importants, ils ont été réalisés au premier trimestre. Si on fait une taxe, elle ne sera pas rétroactive, elle ne sera pas sur le premier trimestre, ce ne serait pas légal. Et donc, elle va
va peut-être arriver à un moment où les prix du baril et donc les profits de Total seront pas ceux-là. C'est pour ça que cette question de la taxation des super-profits, on peut la discuter sur le fond. C'est ce que je fais un peu seul contre tous, mais ça, c'est les joies du débat public, bien sûr. Mais au-delà de ça, je ne suis pas sûr que ce soit très... Même si on est convaincu, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. On s'y est déjà essayé il y a quelques années. Vous avez 60 millions d'euros. Mais justement, est-ce qu'avec une méthode qui est là un petit peu plus poussée, est-ce que ça ne permettrait pas quand même de récupérer des recettes fiscales ? C'est quand même ce que pensent des États, des chefs de gouvernement qui ne sont pas, totalement nouveaux et incompétents en la matière et qui se disent, nous, on peut apprendre de ce qui s'est passé en 2022. Effectivement, la mesure de 2022, en tout cas pour la France, a été un petit peu mieux faite dans d'autres pays européens. Dans certains pays européens, ça a été d'ailleurs fait de manière rétroactive. Donc, ce que vous dites, il y a des pays européens qui ont pris en compte des profits qui avaient déjà été réalisés. Ça pose effectivement des questions d'un point de vue du droit fiscal, mais en tout cas, certains pays l'ont fait. Et je pense qu'il faut vraiment adapter ces outils à la réalité de ces groupes. C'est-à-dire, ce sont des groupes qui sont intégrés dans plusieurs pays et qui peuvent dire, non mais attendez, regardez, on fait des bénéfices exceptionnels au niveau mondial, mais en France, on affiche des bénéfices négatifs. Donc ça, c'est ce que dit Total. Donc là, ce que disent ces chefs de gouvernement, c'est il faut qu'on apprenne de ça. Il y a plusieurs manières pour le faire. On peut notamment s'intéresser aux volumes vendus plutôt qu'aux bénéfices déclarés. Et on peut s'intéresser aux bénéfices mondiaux avec des clés de répartition qui ne seraient pas la clé de répartition qui est fournie par l'entreprise, mais qui correspond davantage aux ventes dans un pays donné. C'est devenu un sujet éminemment politique, Marie Bellan. Par exemple, le Parti socialiste a déposé une proposition de loi pour taxer ce type de super-profit. Ceux qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires qui pourraient apporter 2 milliards. Et en même temps, Emmanuel Macron vient de dire cet après-midi qu'il n'y a à ce stade pas de producteur ou que ce soit qui faisait monter le prix de l'énergie. En fait, c'est là qu'on voit que c'est un sujet plus politique aujourd'hui finalement qu'économique. Et d'ailleurs, cette taxation des super profits, comment ça s'appelle, c'est plus un symbole qu'autre chose. Alors, les symboles ont leur importance et notamment ça rapporterait de l'argent dans les caisses de l'État. À plusieurs milliards. Oui, enfin non, mais là en l'occurrence, si on se fonde sur le rendement de la précédente taxe, c'est rien du tout. Justement, qui était mal ficelé. Après, je fais confiance à l'ingéniosité de Bercy pour trouver des choses peut-être plus efficaces, mais c'est vrai que ce que ça a rapporté en 2022, ça ne couvre même pas les toutes petites aides qui ont été mises en place depuis début mars en France pour aider les pêcheurs, les agriculteurs, les aides à domicile. Voilà. Elle était faite pour ne rien rapporter, déjà. Pour le dire. Oui. Elle était faite pour ne rien rapporter. Mais justement, est-ce que on peut se dire que c'est un symbole ? Il faut peut-être que ça reste un symbole parce que c'est pas l'instrument le plus efficace et comme on le disait, peut-être qu'il vaut mieux trouver des systèmes d'incitation pour que les énergéticiens investissent plus dans la transition énergétique, dans les énergies renouvelables. Taxer les super profits, voilà, c'est peut-être pas ça le plus efficient, mais ça envoie un message, et je pense que vous le disiez très justement, il y a des ménages, effectivement, qui ont des dépenses contraintes très fortes. Enfin, aujourd'hui, quand vous faites votre plein une fois par semaine, je pense qu'effectivement, à la fin du mois, ça fait quand même une sacrée différence. Donc, il y a un message politique à envoyer, c'est sûr. Mais la France est quand même prudente, et là, je vous rejoins sur le fait que Total, bah oui, c'est une entreprise française, mais qui est maintenant cotée aussi à la bourse de Wall Street, donc qui menace régulièrement quand même de quitter la France. Et donc, on n'a pas envie de les perdre. D'ailleurs, la France n'a pas signé cette lettre. Exactement, c'est pour ça qu'elle est la menace permanente. Non, mais là il faut y avoir en tête que c'est une interdépendance. C'est une interdépendance entre la France et Total. Total fait 25% de ses ventes en France, 40% de ses ventes dans l'Union européenne. Donc Total Énergie ne peut pas se passer de ces Donc elle partira pas. Donc elle ne peut pas partir du jour au lendemain. Donc dans une situation d'interdépendance, eh bien on a des marges de manœuvre, on a des leviers en tant que gouvernement français, allemand, etc. Et si cette crise était un mal pour un bien, un accélérateur de la transition énergétique, c'est ce qu'espère en tout cas Murat Kurum, le président turc de la COP 31. C'est à Antalya en novembre qu'aura lieu la prochaine COP. Türkiye. İşte bugün dünya tarihinin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya. Bu durumu hep birlikte fırsata çevirmek zorundayız. Şunu artık net bir şekilde biliyoruz. Küresel ekonomi enerji paradigmasını dönüştürmek zorundadır. Bu bir zorunluluktur, tercih değildir. Ve yapılması gereken en kritik adım temiz enerjiye geçişi hızlandırmaktır.
Nicolas Bouzou, c'est l'occasion de réinterroger notre modèle. Ah mais complètement, mais je trouve que le très grand sujet, il est là. C'est-à-dire, c'est de se dire, mais au fond, comment on saisit cette opportunité extrêmement malheureuse pour construire un modèle énergétique basé sur les électricités bas carbone, sachant qu'en France, en plus, avec le nucléaire, on est plutôt bien placé pour ça, mais avec les énergies renouvelables aussi, et notamment parce qu'on a des grandes entreprises et on a des grands énergéticiens. Mais Total le fait suffisamment, justement. En tout cas, il le fait plus que les autres. Parce que quand vous regardez les équivalents anglo-saxons dont vous avez parlé tout à l'heure, ils le font pas. Eux, ce qu'ils expliquent de toute façon, c'est que le monde a encore besoin de pétrole et donc qu'on va en rester au pétrole. Donc je trouve que c'est plutôt sympa pour la France d'avoir une très grosse entreprise avec laquelle on peut essayer de composer pour qu'elle investisse massivement. Alors est-ce qu'elle peut faire plus ? Je vais vous dire, dans ce domaine-là, la réponse ce sera toujours la même. Il faut toujours faire plus. Non, mais c'est clair. Donc là, ils doivent faire de mémoire entre 3 et 5 milliards d'euros par an d'investissement dans les énergies bas carbone. C'est pas suffisant, c'est pas mal. Moi, je préfère qu'on les ait, en tout cas. Marie Bellan, plus 48% depuis janvier 2026 de vente de voitures électriques. Ouais, ça dit quoi ? Il y a quand même eu un déclic. Alors, moi, je fais un déclic à l'échelle collective. La comparaison avec ce qui s'est passé en 2022, où on a eu aussi une crise énergétique, aussi une envolée des prix des carburants, du gaz. Là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une maturité du marché des véhicules électriques qui est très différente de celle d'il y a 4 ans, notamment avec des véhicules à bas prix qui n'existaient pas sur le marché européen il y a encore quelques années. Donc on peut espérer effectivement, avec aussi des coups de pouce, parce que le gouvernement a annoncé il n'y a pas très longtemps un grand plan d'électrification dans lequel, alors il y a des choses sur le changement de chauffage au fioul ou au gaz vers les pompes à chaleur, mais il y a aussi toute une partie sur ce qu'on appelle le leasing social, dont l'acquisition à bas prix, donc une centaine d'euros par mois, la location plutôt de véhicules à une centaine d'euros par mois, voilà, pour des ménages. C'est un tout petit plan parce que c'est 50 000 véhicules x 3. 70 millions de budget, de subventions sur ce plan, 70 millions d'euros. On parlait de bénéfices là de 5 à 6 milliards. Est-ce qu'il faut jusqu'à la nationalisation ou pas, ou est-ce que c'est un faux débat pour vous ? Parce qu'on a vu la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dire voilà, nationaliser Total Énergie parce que l'énergie est un bien essentiel et du coup on irait plus vite vers la transition. En tout cas, ça coûte 50 milliards. En 46, il y a 80 ans, quand les législateurs ont nationalisé EDF, GDF, et à ce moment-là, la compagnie française du pétrole, donc l'ancêtre de Total, était aussi en partie sous possession publique. Quand on a nationalisé les énergéticiens nationaux, c'était précisément pour se dire on a une transformation profonde de notre économie à faire. Pourquoi pas le faire alors ? Et on a des questions, des enjeux d'inégalité et de souveraineté. Et c'est pour ça que les législateurs à l'époque ont dit ok, on nationalise. Ça coûte cher, c'est pas facile, il faut regarder tout ça. Question. D'accord. Même question à Nicolas Bouzou. C'est une question qui est tout à fait légitime. Même question à Nicolas Bouzou. Alors déjà, dépenser 50 milliards d'euros en ce moment pour acheter une entreprise, je veux bien des débats lunaires, mais là, franchement, celui-là est pas mal. Mais d'autre part, ça se base sur une idée qui serait que l'État serait mieux capable que les actionnaires de Total Énergie, voilà, et investirait plus vite dans le renouvelable, etc. Je vois absolument pas le fondement de cette idée. Merci à tous les trois. On n'a plus le temps, je suis navrée, mais merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre de cette question cruciale pour nous. On va rester dans l'actualité, vue par Xavier Mauduit, Marie Bonisseau. Le gouvernement débloque, alors là, 3 millions d'euros pour la lutte contre les frelons asiatiques qui déciment les essaims d'abeilles au grand désespoir des apiculteurs, qui trouvent que c'est d'ailleurs trop peu. Et en Californie, la question vertigineuse de la responsabilité du non-conducteur d'une voiture autonome, elle est réglée. C'est le constructeur qui sera verbalisé. Mais d'abord, le mot vedette du jour, palimpseste. Celui d'Archimède aurait refait surface, c'est entendu. C'est tout le mystère du mot palimpseste. Les études menées sur les palimpsestes. Palimpseste d'Archimède. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Palimpseste, du grec ancien paline, à nouveau, et psao, gratter, désigne métaphoriquement toute chose qui contient en elle les traces de ce qui l'a précédé, et plus précisément en philologie, un texte qui en recouvre un autre. Le 9 mars, le CNRS a annoncé qu'un de ses chercheurs a retrouvé une page perdue du palimpseste d'Archimède. Archimède, né au IIIe siècle avant Jésus-Christ, était un génie scientifique grec-sicilien. Syracuse était alors en Grande Grèce, célébré pour son principe sur la poussée de l'eau, découvert alors qu'il prenait un bain, et pour ses trouvailles mathématiques comme le calcul de l'aire d'un cercle où le volume est la surface d'une sphère. 1700 ans avant l'imprimerie de Gutenberg, Archimède fait coucher ses travaux sur papyrus par un scribe. Au Xe siècle, le texte et les croquis originaux, qui ont disparu depuis, sont copiés sur parchemin et rassemblés en ce qui ne s'appelle pas encore livre, mais codex, soit 90 pages de peau de bête séchée, l'équivalent d'un troupeau. 2 siècles plus tard,
Un prêtre en quête de parchemin pour accueillir des textes religieux gratte le précieux cuir du codex, enlève l'encre et recycle un support quasi vierge. C'est à ce moment que le codex devient palimpseste. Le traité des corps flottants et la méthode d'Archimède sont recouverts, mais n'ont pas complètement disparu. Le palimpseste d'Archimède est redécouvert en 1906, puis intègre une collection française, arrive enfin aux États-Unis en 1998 par vente aux enchères, mais avec 3 pages manquantes. L'une d'elles avait été cédée à un amateur qui a ensuite légué ses textes anciens au musée des Beaux-Arts de Blois, où elle vient d'être trouvée. Sous les AV, l'Eureka. Bravo Thibault Nolte, Marie et Xavier, bonsoir, c'est l'heure de vos chroniques. Alors Xavier, l'État a décidé de débloquer 3 millions d'euros pour endiguer la prolifération des frelons asiatiques qui sont partout après être arrivés dans le sud de la France en 2004 et qui font effectivement le désespoir de tous ceux qui font du miel. Prévention, ça ne sera pas suffisant, c'est un tueur d'abeilles. Alors vous nous causez de l'éradication du hanneton. Ah oui, alors ça c'est un énorme sujet, Elisabeth. En août 1886, Léopold Lemoult, ingénieur des ponts et chaussées, fonde le premier syndicat français de hannetonnage. Ça se passe du côté de la Mayenne. Hannetonnage, ça veut dire la chasse au hanneton. C'est une mesure de salubrité publique, tant cet insecte, un coléoptère, cause des ravages déjà sous forme de lave, des gros vers blancs. On appelle ça l'aimant qui s'attaque aux racines, donc gare à la patate ou à la carotte qui se trouve sur son passage. Et puis une fois devenu insecte, une fois qu'il vole, il va dans les arbres, il s'attaque aux feuilles. Et là, c'est terrible pour les vergers. Et comment on éloigne le hanneton? C'est bien comment on s'en difficile. débarrasse? Vous avez des mesures prises par les autorités locales, mais ça varie, c'est très sporadique selon les urgences, selon la motivation, aussi avec un système de primes. Vous rapportez des hannetons et puis on pèse ça. Alors n'allez pas penser que vous allez vous enrichir parce que en gros, pour 1 kilo de hanneton que vous rapportez, vous allez toucher moins de 10 centimes de francs, un peu plus si ce sont des membres. Enfin, c'est rien du tout. Vous allez vous acheter quoi? 1 ou 2 bonbons. Et ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'il existe un lien privilégié entre l'enfance et les hannetons. Je suis sûr qu'encore quelques téléspectatrices, téléspectateurs se souviennent que dans leur jeunesse, ils ont joué au hanneton, accroché un fil comme ça, puis ça volait, genre cerf-volant. Non, mais c'est vrai que on jouait beaucoup avec les hannetons. Mais avec les primes, le hanneton change de statut. De jeu, il devient proie. Et dès lors, sur le chemin de l'école, le matin surtout, parce que les hannetons sont tout engourdis le matin par la rosée, les gamins ramassent plein de hannetons, ils vendent ça après. Bon, vous l'avez compris, avec le syndicat de hannetonnage, c'est une toute autre mesure. Parce que en Mayenne, ce qui se passe, c'est que très vite, ce sont des dizaines de tonnes de hannetons qui sont collectés, si bien que le ministère de l'Agriculture va demander à Léopold Lemoult de faire d'autres syndicats un petit peu partout en France. Et vraiment, très vite, on arrive à des milliers de tonnes de hannetons. C'est absolument considérable. Mais Léopold Lemoult, lui, ne s'arrête pas là, parce qu'il identifie un champignon qui parasite le hanneton. Et donc, il crée un piège. Pour le faire, en gros, c'est assez simple. Il prend un morceau de pomme de terre infecté avec ce champignon et au moment des labours, on en met dans le sol, si bien que les larves, là, les mants, soit à voir. dessus et bing. Non, mais c'est un piège qu'on dirait aujourd'hui naturel. C'est un procédé écologique qui est abandonné au XXe siècle, évidemment, avec l'arrivée et l'usage massif des pesticides pour lutter contre ces coléoptères, alors que les pesticides eux-mêmes sont un poison puisqu'ils restent collés aux terres. Ah, joli. Et qu'ils empêchent la pollinisation, les pollinisateurs. Merci Xavier. Alors, chère Marie, les policiers californiens vont enfin pouvoir savoir à qui mettre des amendes en ce qui concerne les voitures autonomes. Exactement, sans chauffeur, ça y est. Donc, le service des immatriculations de l'État de Californie se dote de la réglementation la plus complète du pays, de tous les États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'ils disent en matière de véhicules autonomes. À partir de cet été, si un robot-taxi, c'est comme ça qu'on les appelle, enfreint le code de la route sous le nez des policiers, ils vont pouvoir envoyer un signalement au constructeur. Pas au chauffeur, puisque le concept, c'est qu'il n'y en a pas, au constructeur. Et pas au propriétaire. Au constructeur, au responsable de la flotte. Et ils vont pouvoir, le cas échéant, si ce n'est pas réparé, le problème, retirer ce véhicule de la circulation. Des amendes aussi vont pouvoir être infligées si la voiture, notamment, bloque le passage des secours. Alors, on serre la vis et ça marque la fin d'un enthousiasme béat devant ces robotaxis qui sont, à San Francisco notamment, devenus véritablement en quelques années une des attractions touristiques principales. Désormais, aujourd'hui à San Francisco, vous avez un bon millier de Waymo. C'est ça qu'on voit le plus, ces Jaguars blanches avec des caméras absolument partout. Alors au début, la presse américaine rapportait les louanges des habitants.
de San Francisco, notamment des femmes qui trouvaient ça beaucoup plus sûr de se retrouver toutes seules sur une banquette qu'enfermées dans un habitacle avec un chauffeur qu'elles ne connaissaient pas. Des parents aussi ont adoré les Waymo. Ils les envoient chercher leur enfant à l'école tout seuls. Une technologie rassurante au début, jusqu'à ce que, en octobre dernier, premier couac, un Waymo a écrasé Kit Kat, un chat, que dis-je, une célébrité dans le vieux quartier de Mission, toujours à San Francisco. D'ailleurs, ce chat a été surnommé le maire de la 16e avenue. C'est dire que tout le monde l'aimait. Et oui, il a eu droit à un mémorial. Il est mort sous les roues arrière d'un Waymo. Et ça a lancé, mine de rien, un débat dans toute la ville sur la cruauté de ces robotaxis. Certains ont quand même rappelé qu'il y a tous les jours des chats qui se font écraser par des conducteurs humains sans que personne ne s'en émeuve. 2 mois plus tard, à Noël, une gigantesque panne d'électricité, peut-être que vous en souvenez, a plongé San Francisco dans le noir pendant plusieurs heures. Ça a notamment éteint certains feux de signalisation extrêmement dangereux. Et là, la confiance s'est sérieusement érodée puisque vous avez des Waymo qui se sont immobilisés en plein milieu des carrefours, en warning. Impossible de les faire bouger dans le noir. Certains auraient même bloqué le passage des secours dans une ville complètement immobilisée. Alors, du coup, toute la ville a commencé à se demander ce qui va se passer avec ces robotaxis le jour notamment du retour du Big One, ce séisme craint par tous les habitants de la ville et qu'on n'a pas ressenti depuis 36 ans au moins. C'est comme si, en fait, on était en train de construire un avion et puis qu'on lui avait dit de décoller avant qu'il soit totalement terminé. Ça, c'est une métaphore que j'ai trouvée pas mal dans le New York Times de l'ancienne chef des pompiers de San Francisco qui termine en disant « Je trouve ça totalement irresponsable ». Alors, on verra si cette nouvelle législation, si ces prunes notamment diminuent les risques et sécurisent ces voitures autonomes. En attendant, passez votre permis. On ne sait jamais. Oui. Et vous faites du vélo, quoi. Enfin, un truc normal. Merci, cher. À demain, 20h05. Tchuss.